Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Vox Africa dans cette autre édition de Focus consacrée à la perception des Africains par eux-mêmes et ensuite par les autres. Alors, les Africains seraient-ils beaucoup moins intelligents que les Occidentaux ou beaucoup moins présentables ou beaux que les Occidentaux? Il s'agit de certains concepts qui ont grandi avec nous, qui ont façonné certaines fois notre perception de la vie et qui ont un impact beaucoup plus important que ceux qu'on pourrait imaginer. Donc, nous en parlons ce soir avec comme invité le professeur Esso Elamé, enseignant, géographe urbaniste, mais surtout enseignant, je le disais, à l'université de Padoue en Italie. Il dispense également des cours dans plusieurs universités africaines. Mais avant de revenir à vous, professeur, je vous propose, pour entrer dans le sujet, de regarder cet élément vidéo qui est un produit d'une expérience universitaire. Can you show me the doll that you like best or that you'd like to play with? This one. I like that one. Okay. This one. That one? This one. I like to play with this. And can you show me the doll that is the nice doll? And why is that the nice doll? She's white. And can you show me the doll that looks bad? Okay. And can you give, and why does that look bad? Because it's black. And why do you think that's a nice doll? Because she's white. And can you give me the doll that looks like you? 15 out of the 21 children preferred the white doll. Which doll is the black doll? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and she has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me. Yeah, which one looks like you? And that one. Okay. That doll. Professeur Esso Elamé, je le disais, vous êtes enseignant à l'université de Padoue en Italie. Vous dispensez également plusieurs cours dans des universités africaines. Vous affirmez aujourd'hui qu'il existe un mythe en Afrique, un mythe d'infériorité de l'Africain par rapport à l'occidental. Oui. En fait, je m'intéresse des questions de développement durable et je m'interroge sur les limites et les obstacles qui empêchent pays africains de se développer et je constate qu'il y a la question du mythe, le mythe de l'Occident, une présupposée supériorité du monde occidental et on le ressent de manière explicite et de manière implicite dans les politiques publiques, aussi bien au niveau national qu'au niveau local et même au niveau international. Nous sommes pris dans le mythe. Nous sommes vraiment envahis par le mythe. Et à tous les niveaux. à tous les niveaux, santé, éducation, bien-être, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui
l'Africain est pleinement plongé dans le mythe. Je voudrais prendre avec vous un exemple, professeur. Oui. Comment cela se manifeste aujourd'hui? Parce qu'on se souvient le mythe en troisième... se manifeste de manière très simple. Alors, par exemple, on va te dire, oh, tu vis comme tu es un blanc. Et moi, on me le dit plusieurs fois. Pour le simple fait d'enseigner dans une université européenne et le simple fait d'être un diasporien, plusieurs fois on te dit, ah, toi, tu es un blanc. Tu es un blanc. Et ça, il ne faut pas négliger. Ça impacte sur les perceptions que les acteurs ont des uns et des autres. Ou bien tu mènes la vie des blancs. Donc, il y a une vie des noirs. Ça veut dire que la pauvreté, c'est la vie des noirs. Sauf que la pauvreté, c'est la vie des blancs. Et vous avez comme ça des schémas, hein. Je peux répéter, il y a des centaines d'exemples que je peux donner qui montrent que nous sommes véritablement dans le mythe. Et ça impacte tout notre système. Il faut une remise en question à plat de l'ensemble de nos politiques et même repenser complètement, je suis désolé, mais c'est ça en fait, repenser complètement notre société pour qu'on puisse mieux s'interroger. Et justement, nous diagnostiquons mal nos problèmes. Ce que nous pensons souvent être les problèmes qui sont urgents et indispensables ne le sont forcément pas. Parce que le mythe interfère, le mythe bouscule, et donc, par conséquent, on se retrouve à faire des dépenses là où on n'aurait pas dû faire si en amont, on avait une prise de conscience de repenser la planification de notre développement en intégrant effectivement les éléments qui nous conduisent à déconstruire toutes les images stéréotypées que nous avons et que nous menons, nous conduisons et que nous donnons même à nos enfants en fait, qui naissent dans le mythe, qui grandissent dans le mythe et qui sont dans le mythe. Par exemple, vous voyez très bien, on n'a pas une production de poupées noires en Afrique, au Cameroun, par exemple. Mais tous les enfants ont grandi avec des poupées blanches. Vous croyez qu'un enfant à qui on remet une poupée blanche va aimer la couleur de sa peau plutôt que celle de sa poupée? Donc la poupée devient la référence. On l'a vu dans l'élément visuel. Exactement. Alors vous comprenez donc qu'en matière de développement, hein, un État se dit les enfants ont droit à jouer, de jouer. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une production locale des poupées qui ressemblent poupées qui sont à l'image de notre société, avec nos formes, avec notre couleur, et ainsi de suite. Alors quand vous ne parvenez pas à créer ce genre de situation, en fait, vous formez les consommateurs pour l'Occident. Et après, on va dire que les Camerounais ne consomment pas camerounais. Mais pour consommer camerounais, il faut d'abord qu'il y ait une vision dans ce sens-là. Et il faut mettre en place les conditions qui ont comme objectif de déconstruire le mythe. Alors quand on a déconstruit le mythe, on a des citoyens qui sont décomplexés. Et voilà, ils vont facilement consommer camerounais. Ils vont adorer consommer camerounais. Ils vont adorer être africains. Ils vont effectivement mettre en exergue leur identité africaine. Mais professeur, j'ai envie de vous demander, comme ça vous évoquez une situation qui est beaucoup plus grave, vous parlez des expressions, vous parlez des attitudes, mais comment en est-on arrivé là? Oui, mais c'est effectivement, ça démontre déjà que le projet colonial était un projet ambitieux. Le projet colonial était un projet ambitieux. Il y avait une vision de leur monde. L'Occident est venu ici chez nous avec l'idée de faire de nous des êtres subalternes, des êtres inférieurs. Venir changer en nous notre mentalité pour être des Noirs qui pensent comme des Occidentaux. Des Africains. Oui, les Africains qui pensent comme des Occidentaux. Ils ont réussi. Parce que l'idée de civiliser, entre guillemets, ce qu'ils estimaient les peuples barbares, inférieurs, est passée, le message est passé. Puisque nos comportements aujourd'hui, en fait, sont des comportements qui vont dans ces situations d'infériorisation. C'est-à-dire quoi? Les attitudes qu'on a, la manière avec laquelle on vit, les politiques qui sont mises en place dans nos États, quand vous regardez, tout ça reconstruit très bien le mythe. Le mythe qui a été construit correctement par l'école coloniale, qui a été par la suite l'école décoloniale, et après l'école néocoloniale, qui est l'école actuelle. Effectivement, comment voulez-vous vous développer avec une école qui est néocoloniale? Vous parlez de l'école coloniale, oui, l'école décoloniale, oui, l'école
néocoloniale. Oui. C'est quoi la différence entre La tous ces différence, elle est concepts? fondamentale. On nous a, pendant longtemps, donné l'impression que la décolonisation était, ouf, la liberté, la possibilité pour nous de construire nos États tels que nous le voulons, nous le pensons. Ce n'est pas vrai. La décolonisation a été plutôt une étape courte, mais efficace, qui a préparé nos États à être des États néocoloniaux. C'est-à-dire que, le colonisateur est parti. Mais il a préparé des Africains qui fonctionnent comme ils veulent. Qui mettent en évidence la politique coloniale, comme le colon l'aurait souhaité. Et donc nous avons eu une transition qui était efficace. Et on a eu, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit dans les États africains, en fait, ce sont des politiques qui sont à l'image de ce que la décolonisation a préparé. Et vous dites aujourd'hui l'administration se comporte exactement comme à l'époque coloniale. De manière concrète, comment ça se fait? Alors, je dis que l'administration, sans se rendre compte, elle met en place des politiques nationales qui vont se décliner en des politiques locales, politiques publiques locales, en des services publics locaux. Mais effectivement, ces services publics locaux reprennent des éléments, des comportements, des attitudes, des modes de pensée qui sont des modes de pensée qui n'ont plus leur place pour une société qui voudrait se développer. Je voudrais un exemple, professeur. Alors, vous voulez un exemple? Je prends le domaine de l'éducation. Dans les pays européens, on a un système éducatif. On a le primaire, on a le secondaire, on a le système universitaire. On a des périodes de vacances. Les périodes de vacances en Europe sont recalquées pour être nos périodes de vacances. Voilà, le mois prochain, en juin, les enfants européens vont en vacances, parce que c'est l'été. Bien. Nous, on n'a pas l'été. Nous avons des saisons de pluie, nous avons des saisons sèches. Également en vacances. Ouais, mais nous irons également en vacances. Mais on ne va pas en vacances parce qu'on a planifié, on a compris que c'est le moment nécessaire. Nous partions en vacances parce que, comme leur programme voudrait qu'en juin, on soit en vacances, et donc nous aussi, nous sommes en vacances. On n'a pas fait un questionnement en profondeur pour dire, nous allons en vacances pour quelle raison? C'est la période la plus appropriée pour aller en vacances ou pas? On n'a pas fait cette réflexion-là. On ne la fait même pas. On ne la fait même pas. Nous reprenons le schéma occidental, nous l'appliquons chez nous. Ils vont reprendre l'école en septembre. Nous reprenons l'école en septembre. Ils vont en vacances en décembre parce que c'est leur Noël. Nous repartons en vacances parce que c'est leur Noël et notre Noël. Vous voyez donc effectivement que nous sommes en train de reproduire un schéma qui est un schéma pratiquement colonial et qui, dans un contexte qui n'est plus, entre guillemets, colonial, les pays indépendants africains, on n'est pas allé en profondeur pour se dire, ok, on adopte un système scolaire qui est peut-être celui des Européens, mais par conséquent, on se l'approprie, on le change, on le repense pour qu'il soit véritablement comme le nôtre. Je vous donne encore un autre exemple, le tourisme. Vous ne voyez pas les touristes, pourquoi? Parce que justement, les touristes viennent quand il fait chaud. Et quand les touristes viennent quand il fait chaud, effectivement, nous sommes au travail. Et regardez très bien ce qui va se passer en été. C'est le soleil. Et comme c'est le soleil, effectivement, les gens vont à la plage. Et donc, ça régénère une économie. OK. Et donc, chez nous, les touristes sont supposés venir en saison sèche. Donc, si les touristes viennent en saison sèche, et nous travaillons en saison sèche, les touristes se retrouvent seuls sur les plages camerounaises. Ça ne fait pas bien. Il n'y a pas de tourisme. Le tourisme est d'abord interne. Pour que le tourisme soit interne, il faut que les acteurs touristiques, les ministères en charge du tourisme, aient une lecture décomplexée du tourisme. Et que le système éducatif s'adapte aux périodes touristiques. Ce n'est pas le contraire. C'est pas le contraire. On n'a jamais vu un contexte qui a un tourisme florissant, il n'y a pas un tourisme interne. C'est le tourisme interne qui tire le tourisme extérieur. Et par conséquent, vous devez repenser cela. Je peux vous citer comme ça des tonnes, des exemples qui vous montrent que nous sommes en train de passer d'une situation de multi-échec. Pas parce que forcément les acteurs se sont préparés à le vouloir. Mais c'est parce que les acteurs ne comprennent pas très bien qu'en réalité, le mythe est fort. Il faut le briser.
Et vite, il faut prendre conscience qu'on ne peut plus continuer à se dire qu'on se développe avec la mentalité de l'autre. Il n'y a pas un seul peuple sur la terre qui est devenu un pays développé avec la conception, la mentalité, le système de pensée de l'autre. Ça n'existe pas. Pour aller peut-être dans votre sens, professeur, je voudrais vous poser une question peut-être Oui. un peu sensible en fonction Oui. des appartenances des uns et des autres. Est-ce que la religion a joué un rôle dans la construction de ce mythe? Bien entendu, la religion a joué un rôle très important dans la construction du mythe. Puisque, effectivement, les repères de la religion, on a d'abord donné l'impression qu'on n'avait pas de croyance, qu'on ne savait pas Dieu, que Dieu n'existait pas dans notre contexte. Et on nous a amené à comprendre ça, que Dieu n'existait pas. On nous a amené à comprendre que le Dieu des autres était le Dieu le plus important. Et que le Dieu de nos ancêtres, ce sont des conneries. Et il y a eu une résistance, et les gens ont cédé, et puis voilà. Et puis l'école a alimenté cela. Certaines écoles, effectivement, ont alimenté cela. On nous a donné l'impression qu'effectivement, par la prière, on peut résoudre nos problèmes. Moi, je n'ai pas encore vu un État qui s'est développé avec les prières. Avec les prières. Ça ne voulait pas dire qu'on peut avoir une sensibilité religieuse. On doit l'avoir. Mais au même moment, on doit être conséquent. Et pour qu'on soit conséquent, il faut qu'on comprenne très bien que les religions des autres, dans notre contexte, hein, s'il n'y a pas une situation où on les repense véritablement, elles deviennent un obstacle pour le développement. Je suis désolé de le dire, parce que moi je vois dans les contextes européens, on voit les églises, on voit le comportement des gens, on se rend compte que ce n'est pas la même personne. Je vous donne l'exemple de Pâques. Pâques qui vient de passer. Pâques, pour nous, c'est le Pâques religieux. Mais pour les autres, les Européens, le Pâques, ce n'est pas le Pâques religieux tout simplement. C'est également le Pâques du tourisme. Hein? Pâques a été une occasion pour générer un tourisme énorme. On visite les villes, on va ailleurs, on se promène et tout. Mais ils ne sont pas allés à l'église. Hein? Ils ont voyagé. Mais parce que Pâques, vous voyez, Pâques, c'est religieux. Mais les gens ne vont pas à l'église. Les gens ne fêtent même pas religieusement Pâques. Mais les gens profitent de Pâques pour essayer de faire autre chose, faire du tourisme. Pour dire quoi? Pour dire que nous avons besoin de repenser notre système. Justement, professeur, vous évoquez là une situation qui est gravissime. À la limite, le mal est plus que profond. Oui. On n'a peut-être pas beaucoup de temps, mais est-ce qu'il est possible de changer? Si oui, comment faire pour changer? Comment faire pour sortir de ce mythe aujourd'hui? Alors, pour sortir du mythe, effectivement, il faut d'abord qu'il y ait une prise de conscience. Il faut que les décideurs politiques assument leurs responsabilités par rapport à ça. Il faut décider. Est-ce qu'on va continuer avec un système de vie, un mode de vie qui encourage, qui nous amène à imiter les autres, à être comme les autres, à vivre comme eux, à vouloir vivre comme eux, hein, à construire des schémas de vie qui sont leur vie? Point d'interrogation. Et ça, c'est le politique qui le reprend. Il faut que la vision d'un État soit une vision qui clarifie cela. Mais le problème... Oui, allez-y. Le deuxième élément, c'est quoi? C'est qu'une fois que la vision a été très claire, il faut que les politiques publiques s'orientent dans ce sens-là. Que toutes les politiques publiques, aillent dans la direction de valoriser soi-même, valoriser effectivement l'identité nationale. Je vais vous prendre un exemple. Je prends le cas du Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays qui s'exprime par paix, travail et patrie. Voilà. Mais combien de Camerounais ont cette conscience-là? Combien de Camerounais ont cette conscience-là? Alors vous comprenez très bien que si vous ne construisez pas le mythe, pour construire une identité locale, si vous ne construisez pas le mythe, pour construire une appartenance à une communauté, qui est la communauté camerounaise dans sa diversité, vous aurez énormément de difficultés. Donc, de mon point de vue, les solutions existent et ces solutions, elles vont se matérialiser par le changement des politiques publiques à travers la critique postcoloniale. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais professeur, mais vous l'avez dit peut-être en entame, nos politiques sont issues des systèmes néocoloniaux, oui. Ce qui fait que quelque part, nos politiques sont liées. Elles ont les mains liées. Non, mais là, oui. Le changement peut intervenir de deux côtés, oui. Soit par le haut, soit par le bas. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, pour les Africains eux-mêmes, d'initier ce changement? Mais le changement ne peut que se faire par les Africains. C'est-à-dire que dans cette histoire aujourd'hui, c'est nous qui décidons que on coupe le cordon ombilical. Voilà, le schéma est très simple. Hein.
En fait, notre école, c'est une école d'aliénation. Quand vous allez à l'école, au Cameroun, au Bénin, au Niger, au Mali, on ne vous forme pas à partir de la pensée négro-africaine. L'école sert à divulguer un système de pensée. Quand vous êtes dans une école occidentale, c'est la pensée occidentale qui est l'élément fédérateur. On construit tous les contenus sur la pensée occidentale. Okay? Quand vous avez un master, vous avez un PhD dans une université européenne, c'est par rapport à la pensée occidentale. Voilà. Bien. Les Africains ont-ils une pensée ou pas? Oui, les Africains ont une pensée. Cette pensée, elle est enseignée où? Nulle part. Vous prétendez vous développer sans avoir une pensée qui est enseignée? Sans construire des contenus sur votre pensée? On parle de quoi? On parle de quoi? C'est la catastrophe. Nous sommes dans une situation paradoxale. On veut se développer et on s'appuie sur la pensée de l'autre. Et la pensée de l'autre, en l'appliquant, on commet des erreurs monumentales. Parce que les repères ne sont pas les mêmes. Parce que les éléments d'évaluation ne sont pas les mêmes. Parce que les indicateurs de vérification ne sont pas les mêmes. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Donc, de mon point de vue, la rupture, c'est l'éducation. C'est se dire, on reprend le système éducatif, secondaire, primaire, universitaire. On intègre la pensée négro-africaine dans l'enseignement, parce que ce qui est en train de se passer, c'est très grave. C'est très grave. Ça voudrait dire que dans quelques années, nous aurons un problème énorme en matière de crédibilité. Parce qu'on a l'impression qu'on ne sait rien faire. Pourtant, nous avons des savoirs endogènes. Pourquoi nos savoirs endogènes ne sont pas valorisés? On ne peut pas valoriser nos savoirs endogènes avec la pensée de l'autre. C'est notre système de pensée qui nous permet de valoriser effectivement, correctement, ce dont nous avons en termes de savoir endogène. Donc ça met également en évidence quoi? La civilisation négro-africaine. Combien d'Africains ont une conscience que l'Afrique a une civilisation? Combien de PhD peuvent m'expliquer leur thèse, leur travail à partir de la pensée négro-africaine? Mais tous les PhD en Europe vont vous le faire. Ils vont vous expliquer leur travail à partir de la pensée occidentale. Et c'est normal. Moi-même qui vous parle, ma thèse, je l'explique avec la pensée occidentale. Avec regret d'ailleurs. Mais je n'ai pas eu la possibilité, comme les autres n'ont pas eu la possibilité, de pouvoir penser leur thèse à partir de la pensée négro-africaine. Et ça, ce n'est pas une faveur qu'on doit nous faire. Ce sont les prérequis pour un développement durable. Vous ne pouvez pas penser, brûler cette étape, être dans une logique où vous construisez un monde qui n'est pas le monde réel. Le monde réel, c'est le monde de nos vibrations. Et nos vibrations, c'est à travers notre pensée. Voilà, on voit le sujet, il est beaucoup plus vaste, malheureusement impossible de le parcourir durant le temps qui nous est imparti. On en fera en tout cas une série sur laquelle on s'étalera beaucoup plus amplement. Avant de vous quitter, je vous propose de regarder cet élément vidéo qui illustre sur la nécessité pour les Africains de conserver leur identité et en premier la couleur de leur peau.